Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Le 26 janvier 2026, l'UNPI Paris Métropole a annoncé avoir saisi le tribunal administratif de Paris pour demander l'annulation du PLU bioclimatique adopté par la ville. Derrière l'annonce de cette action devant la justice administrative, c'est une philosophie et une certaine vision de la politique du logement à Paris qui est contestée par l'UNPI Paris Métropole. Et le sujet, je me permets de le rappeler, est important en cette période de campagne aux élections municipales. Alors, tout de suite, les explications de Alexis Thomasson et Jean-Charles Damiron, respectivement président et secrétaire de UNPI Paris Métropole. Bonjour Alexis et Jean-Charles. Bonjour Anne-Sandrine. Bonjour Anne-Sandrine. On va poser la question très directement. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de saisir le tribunal administratif contre ce PLU bioclimatique ? Alors si je peux me permettre, c'est vrai qu'à Oui. la lecture de ce PLU bioclimatique, on a eu un certain nombre de questions. Oui. Et on s'est rendu compte que ce document, qui est à la base un document d'urbanisme, pour gérer des auteurs, un certain nombre d'aspects, on va dire, esthétiques, Oui. on a décelé en fait une approche idéologique. Oui. Et nous, en tant Pas qu'association... écologique ? Alors écologique, c'était surtout assez intéressant parce qu'il communiquait beaucoup dessus, mais il y avait un gros biais qui était, on va dire, idéologique derrière, qu'on va pouvoir peut-être développer et qui nous a semblé important, en tout cas, de lever et de réagir. Alors là, on est dans le contentieux, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un recours gracieux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a commencé par une démarche gracieuse où on n'a eu aucune réponse. Mais vraiment, aucune réponse. Ce qui fait que si on ne passait pas en démarche contentieuse, c'était un rejet tacite et c'était un document qui devenait définitif. Oui. Donc on a dû saisir un avocat, on a même dû aller chercher un avocat marseillais, Cabinet Gobert, tout à fait, pour attaquer ce PLU. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, même quasiment un an après avoir saisi juridiquement la mairie de Paris, on n'a toujours pas de réponse, alors qu'on est passé sur une démarche contentieuse au tribunal. Et même d'ailleurs, le tribunal a fixé une date limite à la mairie de Paris, qui est à la fin de ce mois-ci, pour rendre son mémoire, pour enfin nous répondre. Donc vous êtes en train de dire qu'ils font traîner les choses ? On est en train de dire qu'ils ne prennent pas en considération l'avis des propriétaires, et ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on a des élus où ils le disent eux-mêmes. Pour eux, la propriété est privante. Quand vous avez entendu ça, vous avez tout compris. Et ce qui est très inquiétant aujourd'hui, c'est qu'ils le retraduisent dans un document, comme l'a dit Alexis Thomasson, dans un document d'urbanisme qui est affiché comme bioclimatique, mais qui est surtout préemptoire de la propriété. Et donc, si je comprends bien, les conséquences de ce PLU sont extrêmement importantes et néfastes pour les propriétaires, c'est ça ? Peut-être pour rappeler en quelques mots, en fait, ce PLU, il a un objectif d'atteindre 40% en fait en logement dit public, logement d'État. En fait, nous, on n'est pas contre le logement public, c'est quelque chose qui existe et qui doit continuer à exister. Après, derrière, pour y accéder, pour atteindre ces objectifs, il passe énormément par de la préemption. Il y a des emplacements réservés. Et on considère qu'aujourd'hui, cette stratégie va conduire en fait à un déséquilibre. On est dans un marché fini aujourd'hui au sein de la ville de Paris. Et en fait, à force, je dirais qu'il y a beaucoup d'actifs qui passent en logement public. Et on va se retrouver avec un déséquilibre qui va être très important, avec des répercussions fortes derrière. Oui. Alors, dans votre communiqué, vous parlez de nationalisation rampante. On parle de nationalisation. Peut-être pour préciser et compléter ce qu'a dit Alexis, on dit logement public, eux disent logements sociaux. Faut bien comprendre que eux, le social, ils l'entendent qu'à l'échelle du public. C'est-à-dire qu'ils n'entendent pas, et d'ailleurs ils ont même réécrit à l'échelle de la ville la définition du bailleur social pour que ça ne puisse être que public, ce qui pose une véritable problématique par rapport au droit à la propriété et à quel acteur peut offrir ça. Et le problème, c'est que quand vous affichez quelque chose de bioclimatique ou de social, par définition, on n'a pas envie d'aller à l'encontre. Qui est contre le bioclimatique? Qui est contre le social? Personne. Mais qui est contre une nationalisation? Qui est contre une mise sous tension de l'immobilier parisien? Tout le monde.
propriétaires actuels, propriétaires futurs, parce qu'il faut bien penser, Anne-Sophie, Anne-Sandrine, pardon, on n'en parle pas forcément, mais on défend les propriétaires actuels, mais aussi défend les propriétaires futurs, qui eux vont avoir du mal à trouver des biens disponibles. Et oui. Il ne faut pas l'oublier. Et pourquoi penser qu'un propriétaire ne peut pas être utile socialement en mettant à disposition un logement ? Alors, il est totalement utile socialement, mais il faut bien comprendre que eux, c'est pas ce qui les intéresse. Quelque part, s'ils voulaient vraiment arriver à un résultat, qui est offrir du logement social, s'ils offraient ne serait-ce que la moitié des moyens qu'ils mettent à coups de milliards pour nationaliser ces logements à des bailleurs privés pour offrir le même type de service, c'est-à-dire des loyers à prix maîtrisé, ils l'auraient le résultat quasiment immédiatement et beaucoup moins cher. Mais eux, c'est une vision idéologique. Aujourd'hui, il y a une vraie stratégie de la ville donc, d'acquérir un certain nombre d'actifs pour ensuite les transformer et après les gérer. Et c'est vrai que nous, ce qui nous pose problème, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si les gens ont compris la stratégie de la ville de Paris de devenir un acteur immobilier, mais conséquent, avec derrière des impacts financiers conséquents. On le voit, là, il y a eu des études encore qui sont sorties récemment sur même le taux d'acquisition. C'est des milliards aujourd'hui qui sont acquis. Donc en fait, on se retrouve avec une mairie qui devient une foncière d'une taille gigantesque et à terme avec des répercussions même jusque pour le locataire. Parce qu'avec leurs objectifs de 40%, quand on regarde le nombre d'appartements disponibles, à moyen long terme, on va avoir sur 10 appartements, peut-être 6 appartements qui vont être gérés par des bailleurs publics. Donc la part du bailleur privé baisse fortement. Oui, et il y a une vraie distorsion du marché. Complètement. Ce qu'il faut bien comprendre, Anne-Sandrine, c'est que souvent ils disent on crée. On crée du logement public, on crée du logement social, mais il ne crée rien. Le marché, comme le disait Alexis, il est fini. Donc on prend, on préempte. Mais justement, j'ai une question, c'est sur cette nationalisation rampante dans le concret, en fait. Quand on parle de préemption, comment ça se passe ? Parce qu'ils vont dire, on respecte le droit, par exemple. On fait tout comme il le faut. Alors, comment est-ce que ça se passe ? On respecte le droit, déjà, oui et non, parce que sinon on l'attaquerait pas au tribunal. Parce qu'on respecte le droit quand vous fixez des servitudes sur des biens privés qui sont une atteinte à la propriété, vous sortez du droit. Quand vous réécrivez la définition du bailleur social qui sort l'acteur privé de cette capacité à faire du logement social, vous réécrivez le droit. On arrive même à un état-ville. Donc non, il ne respecte pas le droit. C'est bien ce qu'on attaque. Et ce qu'on attaque, c'est ça. Et c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a toujours eu des ventes en bloc sur la ville de Paris. La ville était tellement active qu'au final, même les professionnels sortaient du marché et en fait, les vendeurs se retrouvaient pratiquement avec une seule personne avec qui discuter, c'était avec la ville. Donc le marché était déjà un peu déséquilibré. Il y a eu tout le sujet des pastillages, etc., qui a conduit aussi à des impacts très clairs pour certains vendeurs, parce qu'ils se retrouvent avec des contraintes sociales, donc que des bailleurs publics aussi dans la capacité, des promoteurs publics en capacité d'acheter. Donc tout ça vient quand même déstructurer le marché. Et nous, on a une vraie peur, c'est qu'à la fin, on chasse la clientèle, en fait, la classe moyenne, et qu'on se retrouve avec deux marchés, un marché public. Donc, soit vous êtes éligible, c'est très bien. Si vous n'êtes pas éligible, vous êtes en dehors. Et ce marché, entre guillemets, privé qui se réduit fortement et qui, malheureusement, va augmenter, va avoir ses prix, ses contraintes, même si on est aujourd'hui dans un encadrement de loyer. Ce n'est pas déjà forcément bon marché en plus. C'est ça. Donc, en fait, toute la classe moyenne est vraiment chassée, on va dire, et on se retrouve avec deux marchés qui sont un peu extrêmes. Et c'est vraiment tout ce qu'on voulait éviter, quoi. Et oui, et c'était ma question suivante, puisqu'en fait, là, on a parlé beaucoup de la propriété. On n'a peut-être pas parlé assez des locataires à qui on tient un discours, si je le comprends bien, en fait, déformé et presque subversif. Alors, si vous êtes locataire dans le marché libre, c'est catastrophique. Parce qu'on vous prend tous les biens qui sont à disponibilité. Si vous êtes locataire dans le marché social et que vous êtes dans ce système-là, on va dire que c'est très bien pour vous. Si vous êtes employé de la mairie de Paris, ça va être génial. Si vous êtes à la PHP, le tout, c'est que pour le coup, ils n'ont pas tant que ça de logements affectés. Donc, il y a aussi des questions d'affectation de ces logements sociaux, publics. Comment c'est ventilé, tout ça ? Parce que nous, on se pose la question. Pas souvent parce qu'on n'a pas les éléments chiffrés, mais c'est des questions. Donc,
c'est pas une situation très facile. Il faut être pour les vigilant. locataires. C'est aussi souvent on dit 70% des gens sont éligibles au logement public, mais c'est vrai que c'est pour le niveau national. Oui. À Paris, on est quand même un peu dans une situation un peu différente. Il y a quand même des gens qui ont des salaires un peu plus élevés que le SMIC. Donc de facto, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas éligibles aussi à ce type de bien, quoi. Alors nous, on est sensible sur le fait que ça puisse aller à des emplois réservés pour des gens qui travaillent dans Paris, qui ont besoin de ces appartements. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que voilà, ça exclut de facto quand même un certain nombre de Parisiens et qui se retrouvent en fait à devoir trouver des appartements sur les logements privés et avec c'est une assiette qui se réduit au fil de l'eau, quoi. Donc on se retrouve dans une équation où ce PLU a été utilisé quand même à des fins politiques et vient déstructurer le marché. Et c'est ce qu'on essaye un peu de faire bouger en tout cas. Et si on mettait de côté ce PLU, est-ce qu'il est encore possible de fluidifier le marché locatif de Paris, étant donné que c'était un marché fini, tout ce qu'on a dit? Comme toute économie, plus on intègre de règles, de contraintes, moins on fluidifie. Bon, là, en plus, on sort des biens du marché, parce qu'il faut bien comprendre que quand c'est nationalisé, ça ne revient pas à la location dans le marché libre ou à la vente pour un futur propriétaire ou pour vos enfants s'ils veulent un jour être acquéreurs de leurs biens. Ça, faut vraiment l'intégrer. Donc après, la seule manière, ce serait de réinjecter. C'est de se dire, on a dépassé les obligations de 25%, maintenant, réinjectons, refluidifions. Peut-être, si on veut maintenir des objectifs sociaux, différents des objectifs de nationalisation, facilitons le bailleur privé à faire du logement social et à que ce soit comptabilisé comme tel. Juste en complément, il y a toujours eu dans Paris des ventes d'immeubles en bloc. Souvent, c'était des opérateurs qui faisaient du redécoupage avec des ventes en détail. Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce marché-là a disparu parce qu'il a été repris par la ville, qui le transforme en logements sociaux et qui n'intègre pas le marché privé, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est des impacts réels même si ça représente un pourcentage, mais aujourd'hui, c'est pas négligeable. Et cette réinjection de logements publics sur le marché libre, on va dire ça comme ça, ça permettrait aussi de réduire un peu la dette de Paris, ce qui, malgré tout ce que disent certains partis, on va dire en place, d'équipes municipales actuelles, est une ville très endettée. Et ce qui nous amène peut-être à la dernière question, celle des municipales, au fond. Mais, un sujet. C'est pour nous un sujet déterminant parce qu'on pense qu'on aura atteint un tel niveau de logement public que si c'est pas passé, s'il n'y a pas une évolution ou une alternance, parce que c'est bien les alternances, à cette nouvelle élection, après, on aura un tel niveau de nationalisation des biens parisiens qu'on restera sur des équipes municipales qui se reconduiront de mandat en mandat. Nous, c'était vraiment important pour le coup de communiquer, de sensibiliser les gens là-dessus, parce que c'est des sujets qui sont assez techniques. Quand on parle PLU, souvent c'est beaucoup de pages et il faut limite un code pour comprendre. Mais voilà, ça a des vraies répercussions. C'est devenu un outil politique et c'était important, nous, quand même, de sensibiliser sur les conséquences derrière. Après, voilà, les gens sont libres, mais c'est vrai que c'était important quand même d'éclairer les gens sur cette stratégie de ce nouveau PLU bioclimatique. Et les éclairer notamment sur ces vernis de discours bioclimatiques. Complètement. On veut du logement pour tout le monde, voilà. Mais en fait, la réalité, c'est plus qu'un vernis, c'est un masque complet, intégral, et on ne voit pas en fait l'aspect nationalisation derrière l'aspect urbanisme. Mais c'est un sujet qui date depuis déjà un petit moment, mais c'est vrai que c'était important de communiquer dans le cadre des élections parce qu'on voit bien que c'est un sujet, ça a été même abordé par les différents candidats, la réécriture, l'abrogation du PLU, parce que voilà, c'est aujourd'hui un des pouvoirs forts de la ville, c'est la maîtrise de son urbanisme et de son PLU. Et donc, on invite les candidats à nous regarder, à nous écouter et peut-être aussi à vous contacter s'ils veulent discuter. Tout à fait, s'ils ne avec l'ont grand pas plaisir, déjà fait d'ailleurs. Et on a pu échanger avec certains pour les sensibiliser, et c'était très important. Merci à tous les deux. Merci C'était intéressant et très éclairant. Merci. Bonne fin de journée. Et je vous remercie de nous avoir écoutés ou regardés. Si vous avez aimé cet épisode, likez-le sur les réseaux et partagez-le. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.